Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Henri, Célina, Sienna et Evanjo, ma joie, ma fierté, mon roc. Préface. Rita Saya nous livre une analyse éclairée sur la situation de son pays, affaibli par les communautarismes qui constituent un frein à l'établissement d'un État moderne. Cette évolution est d'ailleurs difficile dans un Moyen-Orient où la pire violence est libérée, et où tenter de maintenir un équilibre entre les intérêts les plus contradictoires est un véritable tour de force, car toutes les confessions et les rivalités politiques, sociales et économiques s'affrontent sans merci dans une volonté de domination. Le Liban, qui n'a pas réussi à échapper à une guerre civile responsable de centaines de milliers de morts, où le simple fait d'épouser un partenaire d'une confession autre que la sienne est considéré comme une trahison à son clan, peut-il réussir à instaurer une démocratie apaisée? Rita Saya, dans un ouvrage brillant, a le courage d'ouvrir une réflexion sur le sujet. Il est essentiel de la lire et de l'écouter. Monsieur Jean-Louis Testu, maire adjoint de Suresnes, président de la délégation française du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, secrétaire général de Cité Unie France. Remerciements. Je tiens à remercier tout d'abord la prodigieuse maison d'édition L'Harmattan pour l'intérêt manifesté à mon ouvrage. En second lieu, mes remerciements s'étendent à Monsieur Jean-Louis Testu et Madame Françoise Rondelet-Daher pour leur aide et leurs précieux conseils. Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance à mon père Ibrahim Saya, qui a été toujours là pour moi. Enfin, un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Introduction. Surestimons-nous le rôle des médias dans la politique au Liban, ou au contraire, le sous-estimons-nous? Ce qui me semble certain, c'est que dans l'histoire contemporaine du pays, ces deux concepts, médias et politique, sont plus que jamais reliés l'un à l'autre, l'un affectant l'autre. Il est vrai que les médias libanais jouent un rôle important, s'expriment de plus en plus librement, au nom des principes de la liberté d'expression, d'opinion, de pensée et de parole. Mais un troisième facteur vient s'ajouter à cette formule, le facteur religieux. La spécificité géographique et politico-religieuse du Liban. Son emplacement géographique, sa richesse en eau, ses montagnes tournées vers le Proche-Orient, son ouverture sur la Méditerranée et son climat tempéré, donnent au Liban une haute importance stratégique, économique, politique et militaire. Il est au carrefour de 3 continents et constitue un passage obligé entre l'Occident et le monde arabe, bénéficiant au surplus d'un accès vers l'Asie centrale et la Russie. Pour toutes ces raisons, le Liban a été le lieu d'un brassage d'une multitude de civilisations et de cultures, et a souvent accueilli les réfugiés de plusieurs pays. Tous ces peuples ont laissé un apport culturel et religieux important, mais cela a en même temps fait du pays un espace de tensions politiques et religieuses. La religion et la politique sont intimement liées dans mon pays. Le système politique est basé sur le confessionnalisme, une organisation politique dans laquelle les fonctions et les mandats électifs sont répartis entre les différentes religions. La religion est primordiale au Liban. La possession de la nationalité libanaise ne peut être dissociée de l'appartenance, au moins formelle, à l'une des 18 communautés religieuses qui y sont reconnues officiellement. Même le territoire du pays est structuré selon l'appartenance communautaire. Les chrétiens maronites sont ainsi rassemblés dans Beyrouth-Est, au nord de la route qui mène à Damas, et au nord du mont Liban. Les Druzes sont majoritaires dans le sud du mont Liban. Les musulmans sunnites sont concentrés dans le nord et les grandes villes du littoral, qui regroupent aussi les chrétiens grecs orthodoxes. La population musulmane chiite est nombreuse dans la banlieue de Beyrouth, au sud du mont Liban et dans le nord de la plaine de la Bekaa, à l'ouest du pays. Les médias libanais. Comme les territoires, les médias correspondent à l'appartenance politique communautaire politique, reflétant le lien étroit entre les médias et le système politique confessionnel. Plusieurs partis, qui sont d'ailleurs pour la plupart des partis qui ne comptent que des partisans de la même religion, possèdent un média, que ce soit une chaîne de télévision, de radio, un quotidien, un magazine ou un site internet. Au moins, s'ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires d'un média, ils comptent sur le soutien médiatique des médias appartenant à leurs alliés politiques pour faire circuler leurs idées et leurs opinions. La censure. Bien que la censure soit souvent condamnée,
Elle est souvent active au Liban, pays multiconfessionnel, où elle implique les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. L'atmosphère dite libre du Liban est ainsi souvent violée par des cas de censure de plusieurs genres, comme la censure politique, la censure religieuse, et surtout la censure invisible, si silencieuse, si énorme et si influente. La censure est mise en œuvre par l'État, à travers la Sûreté générale, mais la décision de censurer une œuvre est souvent influencée, plutôt recommandée, par des autorités et des institutions religieuses, qui exercent ainsi un pouvoir immense au sein de la société libanaise. L'ancien ministre de l'Intérieur libanais, Ahmed Fatfa, reconnaît que l'arbitraire qui domine l'activité de la censure est dû à une loi mal appliquée. Il existe dans la loi de 1959 un article longtemps jeté aux oubliettes, prévoyant la mise en place d'une commission interministérielle composée d'intellectuels et d'experts qui superviserait le contrôle sur les moyens d'expression. Mais des divergences et des désaccords auraient empêché une telle commission de voir le jour, les intellectuels laissant ainsi la place aux instances religieuses et aux interférences politiques. Al-Khouri, 2010. Cependant, le ministre révèle avoir préparé un avant-projet de loi destiné à l'abolition de la censure préalable. Il prévoit la formation d'un comité interministériel réunissant les responsables des ministères de l'Intérieur, de la Culture, de l'Éducation et de l'Information. Ce comité serait chargé d'évaluer la situation actuelle de la censure, afin d'amorcer une refonte de la loi en question. Mais les auteurs et les journalistes libanais peuvent user de la fiction et de la sublimation artistique des identités politiques qu'ils reflètent pour exprimer indirectement ce qu'ils pensent. Le cadre temporel et événementiel de cette étude. 2 dates essentielles dessinent le cadre de cet ouvrage. Premièrement, l'année 1989, quand l'accord de Taïf a vu jour. Cet accord a consacré le système politique confessionnel jusqu'à présent, et a donc influencé directement la situation des médias libanais. Deuxièmement, l'année 2005 et les 5 années qui ont suivi, quand l'ancien Premier ministre libanais et leader musulman sunnite Rafik Hariri est assassiné en plein cœur de Beyrouth. Cet assassinat a eu l'effet d'un tremblement de terre sur la scène politique libanaise et régionale, et a donné naissance à de nouvelles alliances politiques et par conséquent, des alignements sectaires importants et des conséquences naturelles sur les médias libanais. Le noyau de cette œuvre. Plusieurs logiques de pouvoir sont exercées dans ce pays. Le religieux affecte le politique, le religieux et le politique affectent les médias qui, à leur tour, affectent le politique. Ce cercle, parfois vicieux, peut représenter les pratiques politiques et médiatiques du pays. J'approfondis aussi le lien entre ces identités politiques et religieuses au Liban, à travers l'étude du confessionnalisme régnant dans le pays, le féodalisme religieux, et la répartition géographique de l'ancrage des identités religieuses et politiques. La 3e partie de l'œuvre explore les expressions des identités politiques libanaises, à travers l'étude de la relation entre la démocratie et les médias au Liban, et la représentation artistique et fictive des identités politiques. On ne peut parler des médias libanais sans parler de la censure dans la dernière partie de l'œuvre. Le processus et les genres de la censure au Liban, et les différentes formes de résistance à la censure employées par les journalistes, artistes et autres citoyens libanais. Partie 1. Les identités politiques libanaises. Chapitre 1. Les partis politiques au Liban. Pour être actif dans le domaine politique libanais, et d'ailleurs dans tout domaine politique du monde entier, et surtout pour organiser le travail politique, on adhère à un parti politique qui représente ses convictions et son ambition pour un avenir meilleur et juste. Théoriquement, et contrairement aux revendications d'un groupe de pression qui s'articule à des intérêts précis ou relatifs à un groupe défini de la société, le programme d'un parti consiste généralement en une proposition d'ensemble couvrant la plupart des secteurs d'activité où l'État intervient. Économie, travail, santé, environnement, etc., et en l'expression d'un imaginaire politique. Les partis et la politique de différence. Les partis politiques sont inscrits dans une logique d'opposition des uns aux autres. Dans l'histoire, les partis sont issus de logiques conflictuelles de représentation et d'appartenance. Ils expriment par leurs appartenances des choix qui, par leur opposition même, constituent l'espace politique en un espace de concertation et de confrontation. Dans ces conditions,
le parti représente une expression conflictuelle de l'identité. Donc l'existence des partis politiques structure l'espace public de la sociabilité, en y manifestant des idées et des pratiques opposées, revendiquées par leurs militants et leurs adhérents. Une politique de différence qui assure une bonne démocratie. Un système politique moderne et démocratique ne peut se passer de partis nombreux, différents et forts. Les partis politiques au Liban sont très nombreux et variés. Leurs idéologies sont différentes, et sont pour la plupart basées sur des idées confessionnelles. Le Liban jouit d'une scène politique plurielle. Selon le défunt journaliste et homme politique libanais Ghassan Tueni, les Libanais ne constituent pas un seul arbre, mais bien une forêt. Or dans la forêt, les arbres nourris par la même terre survivent ensemble, siècle après siècle, sans se détruire ni s'affaiblir, respectant l'espace propre au développement de chacun. Tueni, 2013, cela est-il vrai sur la scène politique libanaise ? En fait, la forêt libanaise dont parle Tueni est en réalité la diversité des partis politiques qui cohabitent sur 10 452 km², qui est la surface géographique du pays. Mais les tentatives de se détruire et de s'affaiblir existent bien, d'autant que chaque parti politique se fonde sur une idéologie qui lui est propre et qu'il essaie d'instaurer dans tout le pays. Un des plus grands conflits entre ces partis politiques a eu lieu en 2005 au lendemain de l'assassinat de l'ex-premier ministre et leader sunnite Rafik Hariri, formant ainsi deux nouveaux clans, le clan du 14 mars et le clan du 8 mars. Les alliances du 14 et du 8 mars. Depuis mars 2005, il y avait au Liban deux principales coalitions politiques, dont les vestiges existent encore aujourd'hui, même si certains partis politiques ont changé de clan pour des intérêts électoraux ou personnels, dénommés 8 mars et 14 mars. L'Alliance du 8 mars. L'Alliance du 8 mars est ainsi dénommée à la suite de la manifestation de masse de 2005 organisée à Beyrouth par le Hezbollah, pour exprimer son opposition à son désarmement, en soutien à la Syrie et en résistance à Israël. La coalition comprenait principalement le Hezbollah, le parti Amal de Nabi Berri, président du Parlement, le parti Marada de Souleymane Frangier, leader maronite du Nord, et le mouvement patriotique libre séculier mais de majorité absolue chrétienne du général Michel Aoun, élu en 2015 président de la République libanaise. Alors que Nasrallah et Berri sont des musulmans chiites, Aoun et Frangier sont des chrétiens maronites et par conséquent bénéficient du soutien des maronites et d'autres groupes chrétiens. Les principales revendications de la coalition du 8 mars sont les suivantes. Entretenir des relations amicales avec la Syrie, et ce en réponse à la manifestation de 14 février 2005, organisée par la coalition du 14 mars, pendant laquelle a été fêté le retrait des troupes syriennes du Liban. Obtenir un droit de veto au sein de l'éventuel gouvernement libanais, et ce droit de veto consiste en l'obtention d'un nombre de ministres correspondant au tiers du total des ministres qui formeront le gouvernement. C'est ce qu'on a ultérieurement dénommé le tiers paralysant, du fait que le bloc du 8 mars, en obtenant ce tiers au sein du gouvernement, pourra bloquer toute décision qui ne lui paraît pas convaincante. Élire un président de la République consensuelle en partant du principe que le Liban doit être géré par une démocratie consensuelle, une notion qui diverge de la notion démocratique et de ses principes, vu qu'elle soumet toute décision à un consensus et non à la volonté de la majorité comme le vrai système démocratique en dispose. En 2008, un président consensuel, Michel Souleymane, est en fait élu pour prouver à quel point cette démocratie consensuelle est paralysante et va à l'encontre des principes directeurs d'une démocratie au vrai sens du terme. Le président actuel ne peut prendre position ni même une décision ou un avis sans qu'il soit en la faveur des deux blocs, le 8 et le 14 mars. Ses avis personnels ne sont jamais tranchants. Protection de la résistance par le refus du désarmement de Hezbollah. Et c'est cette résistance que la coalition de 8 mars cherche à protéger et à disposer de sa légitimité dans chaque déclaration gouvernementale, lors de la formation d'un nouveau gouvernement. Ladite déclaration résume en gros la politique qu'adoptera le gouvernement, avec ses principaux champs d'action. L'Alliance du 14 mars. L'Alliance du 14 mars a été ainsi nommée après l'énorme manifestation du 14 mars 2005 à Beyrouth,
qui avait eu lieu exactement un mois après l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri et qui est venu en réponse à l'immense manifestation du 8 mars qui avait pour message essentiel « Merci à la Syrie », et ce après le discours du président Assad prévoyant le premier redéploiement de ses troupes le 5 mars 2005, et qui avait finalement mené au retrait de toutes les troupes syriennes du Liban après 29 ans. Les partis et mouvements politiques qui appartiennent à cette alliance sont principalement le courant du futur, dirigé par l'actuel Premier ministre Saad Hariri, les forces libanaises dirigées Samir Geagea, le Parti socialiste progressiste dirigé par Walid Jumblat jusqu'à juin 2009, le Parti Kataeb dirigé par l'ancien président de la République Amin Gemayel. Les principales positions politiques défendues par l'Alliance du 14 mars sont les suivantes. L'éviction du président de la République Émile Laoud dont le mandat est jugé illégitime depuis sa prorogation sous diktat syrien en septembre 2004, surtout que cette prorogation mena à l'amendement de la Constitution par le Parlement libanais, où les députés étaient obligés de voter pour éviter toute contrainte syrienne. La création d'un tribunal à caractère international pour juger les assassins de l'ex-premier ministre Rafik Hariri et ceux qui l'ont suivi. La mise en place de relations diplomatiques avec la Syrie, et le tracé de la frontière avec ce pays. Une hostilité à l'égard de la politique syrienne envers le Liban. Le monopole de la détention des armes et de la décision de la guerre et de la paix, entre les mains du gouvernement libanais, ainsi le Hezbollah doit être désarmé. L'Alliance du 14 mars rassemble des sunnites, des druzes, des chrétiens et des laïcs, réunis par leur position anti-syrienne, par le désir de voir le Hezbollah se désarmer et la volonté de réformer le système électoral confessionnel, à plus ou moins long terme. Victorieuse lors des élections législatives de 2005, l'Alliance du 14 mars a été reconduite majoritairement au Parlement lors du scrutin de juin 2009. Mais dans tous les cas, ce confessionnalisme au Liban empêche la formation d'identités politiques selon les projets et imaginaires politiques. Les identités politiques se définissent surtout selon les appartenances religieuses. Chaque homme politique, chaque chef de parti politique, défend ce qu'il croit être les intérêts de sa communauté religieuse, ce qui l'empêche très souvent de prendre conscience des véritables intérêts nationaux dont pourraient bénéficier tous les Libanais. Le confessionnalisme suppose que chaque citoyen a fait un choix religieux délibéré, en faveur de l'une des confessions officielles. Le confessionnalisme concernant le statut personnel, oblige chaque Libanais à se mettre sous la bannière de l'une des communautés reconnues. Comme tout Libanais et Libanaise, dès ma naissance, j'ai été identifié à une religion précise. Je devais adhérer à une confession pour exister officiellement. Je ne grandissais pas en tant que Libanaise. Je grandissais surtout en tant que maronite, mon ami en tant que chiite, mon autre ami en tant que sunnite, etc. Même les postes, surtout ceux de la haute fonction, sont la propriété de confessions précises. Par exemple, le directeur général du ministère de l'Éducation doit être chrétien maronite, tandis que le directeur général de la Sûreté générale doit être musulman sunnite. Chapitre 2. Le charisme des acteurs politiques libanais. Au pays des cèdres, le Liban, la politique se base sur la répartition du pouvoir entre divers partis politiques à base confessionnelle. En d'autres termes, ce sont les leaders politiques qui se répartissent le pouvoir au Liban en puisant leur légitimité du peuple, en ce sens qu'ils jouissent d'une renommée considérable, et ce via un charisme politique qu'ils renferment et qu'ils renforcent par l'intermédiaire de divers moyens. Le charisme politique au Liban n'obéit pas aux conditions de la notion de charisme en général, et réflexion de Max Weber dans son ouvrage « Le savant et le politique » en la matière. Au Liban, le charisme se fonde sur des aspects propres à notre société et sa complexité. Le charisme s'inscrit dans la culture politique libanaise qui est à base confessionnelle. Le charisme au Liban. Vous vous demandez certainement, quelles sont les qualités d'un chef charismatique au Liban ? Par quelle qualité ce chef exercera-t-il sa dominance charismatique ? S'agit-il des qualités susmentionnées ? En fait, le Liban est doté d'une spécificité propre à tous les niveaux. À savoir la spécificité quant aux qualités que requièrent ces leaders politiques reconnus comme étant à personnalité charismatique. On peut dire d'abord que les qualités d'un homme politique digne du pouvoir qu'adopte Weber ne correspondent pas au cas libanais.
S'agissant de la passion, l'homme politique libanais a prouvé à travers les décennies qu'il ne peut pas se vouer à une cause stable bien délimitée. Cette cause est soumise à une mutation continue quant à l'objet, et même quant aux moyens de réalisation de cette cause. Cette mutation est due à l'instabilité politique dans la région du Moyen-Orient dont le Liban fait partie, surtout que les communautés libanaises cherchent à se protéger par l'intermédiaire de régimes et États étrangers. Ces derniers ont toujours leur propre agenda libanais qu'ils essayent d'accomplir via les communautés libanaises, c'est-à-dire via les chefs politiques libanais, l'incarnation même de leur confession. Or, cet agenda libanais est sujet à des changements persistants, ce qui entraîne des mutations et des engagements des leaders politiques. Sans reculer dans l'histoire, prenons un exemple typique actuel, le cas du leader druze Walid Jumblat. Ce dernier, suite à l'assassinat de Hariri en 2005, adhérait à l'alliance du 14 mars, qui réclamait surtout le désarmement du Hezbollah. Soudain, après les élections parlementaires en 2009, le leader druze adopta une nouvelle vision quant à la crise au Liban. Il en arriva même à bouleverser toutes ses croyances et à changer ses causes pour lesquelles il sera voué dorénavant et qui consistent principalement en un rapprochement du régime syrien et en une protection de l'arme du Hezbollah, symbole de la puissance du Liban. Donc la passion a changé d'une façon scandaleuse, durant un laps de temps relativement court et qui est de 4 ans. Il faut noter que cette mutation de cause a contribué à augmenter le charisme et la renommée du chef au sein de sa communauté druze. Car cette dernière voit en leur chef, leur sauveur et le seul à savoir chercher et protéger leurs intérêts au sein d'une région toujours bouleversée par les conflits. Quant à la deuxième qualité qui est la responsabilité, elle est en relation directe avec la première. Car un chef doit se sentir responsable à l'égard de la cause à laquelle il est voué. Mais au Liban, c'est l'irresponsabilité à l'égard de la cause qui est soulignée, car cette mutation continue dans les causes et engendre des dégâts au niveau de la société, lesquels ne sont pris en charge par quiconque. Ce changement dans les causes au Liban mène à une division étanche au sein du peuple libanais, qui mène à des confrontations armées. Qui assume la responsabilité de ces confrontations ? Sûrement pas les leaders politiques. Mais est-ce que le peuple estime que ces leaders sont responsables ? Avec regret, non. Le peuple ne considère pas que ces leaders soient responsables, car cette responsabilité se limite à la confession que représente le leader. En ce sens que chaque leader politique est responsable à l'égard de la communauté qu'il représente. Or le leader est à la recherche continue de l'intérêt de sa communauté, d'où il ne pourra en aucun cas être remis en cause. S'agissant de la troisième qualité, le coup d'œil Weber considère que tout homme politique doit savoir prendre de la distance à l'égard des choses et des hommes. L'absence de distance est l'un des péchés mortels de tout homme politique, car elle condamne à l'incapacité politique. La politique se fait donc avec la tête, et non avec d'autres parties du corps ou de l'âme. Cette affirmation nous mène à nous demander si la politique au Liban se fait par la tête, ou pas ? La réponse est sûrement négative. Cette évaluation comparative nous permet d'énumérer les 3 qualités du leader politique libanais typique. L'hérédité, la mutation et une responsabilité cernée. L'hérédité politique fait partie des logiques dominantes au Liban. La majorité des communautés libanaises n'a pas pu jusqu'à aujourd'hui se détacher des familles politiques qui ont défendu leurs intérêts, à travers des chefs politiques qui sont sortis de ces familles. Il ne s'agit donc pas d'un charisme propre au leader, mais d'un charisme propre au nom de la famille à laquelle il appartient. C'est pourquoi le charisme ne dépend pas de la personnalité du chef, mais de l'histoire et de la renommée de sa famille. Cette hérédité politique existe surtout au sein de la communauté maronite et druze. Nous citons à titre d'exemple la famille Jumblat et Arslan dans la communauté druze, et la famille Gemayel, Chamoun, Frangier, dans la communauté maronite. Cette hérédité nous mène à dire que les chefs politiques libanais sont des hommes politiques professionnels qui vivent de la politique et pour la politique. Ils vivent pour la politique car ils veulent bien assurer la continuité de la ligne qu'a créée leur famille au sein de l'histoire politique libanaise, et vivent de la politique via les revenus énormes qu'ils reçoivent, vu leurs relations extra-libanaises. Les rumeurs disent souvent que l'adoption d'une cause découlant d'un agenda étranger a toujours une contrepartie monétaire. La mutation, comme on l'a déjà dit,
se traduit par le changement de cause auquel chaque chef est voué. Cette mutation renforce le charisme du chef vu qu'elle s'interprète comme étant dans l'intérêt direct de la communauté que représente le leader. Donc être caméléon au Liban est une preuve de professionnalisme et de vocation à la politique. Une responsabilité cernée. Pour qu'un leader libanais soit charismatique et qu'il soit doté d'une renommée, il devra se vouer de prime abord aux causes de sa communauté qui lui fait confiance. Le sentiment de responsabilité du chef se limite donc à l'égard de sa communauté. Mais comment les chefs libanais s'y prennent-ils pour imposer leur domination ? Les moyens renforçant la domination charismatique, au Liban. Les moyens de communication, les médias. Tout homme politique libanais a besoin de l'influence de la presse, et donc des relations dans le monde de la presse. La quasi-totalité des médias est dirigée et possédée par les partis politiques libanais. De cette façon, les leaders politiques libanais parviennent à transmettre leurs messages et leurs pensées aisément et d'une façon subjective, ce qui sert à augmenter leur renommée et par suite leur charisme. Les médias libanais ne sont donc que des moyens de publicité pour les politiciens libanais, qui cherchent la moindre opportunité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.